Bonsoir à toutes et à tous. Voici le 20h. D'abord, les titres de cette édition. Hausse de 10% des droits de douane américains. Le Sénégal prépare sa riposte. Experts et acteurs économiques et le ministère du Commerce sont réunis pour évaluer l'impact et proposer des solutions. L'intersyndicale des travailleurs des ministères de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage monte au créneau. Ils exigent le respect des accords pour la réussite du pacte de stabilité sociale signé avec le patronat et les syndicats, mais également le recrutement des contractuels parfois en service depuis 20 ans. L'opération d'immatriculation des motos arrive à son terme. Sur 150 000 demandes, plus de 124 000 ont été validées. Des certificats provisoires seront délivrés en attendant les cartes grises. Et puis en sport, Afro-Basket 2025, les Lions du basketball déjà en préparation. À 2 mois du tournoi, Mathilde Diop et Yacine ont repris plutôt le travail en salle pour viser un 12e titre continental. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, hausse de 10% des droits de douane américains. Le Sénégal prépare sa riposte. Experts, acteurs économiques et le ministère du Commerce sont réunis pour évaluer l'impact et proposer des solutions. Pour le ministre du Commerce, la clé reste le développement industriel. Compte rendu de cette rencontre, Fatima Touré et Ahmadou Ba. La mesure du président Donald Trump provoque une levée de boucliers de la part des autorités et acteurs économiques. Une série de panels sur initiative de l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques avec en toile de fond les conséquences de cette hausse des droits de douane américains sur l'économie mondiale et locale en particulier. Depuis quelques mois, je pense que l'actualité internationale est dominée par la hausse des droits de douane que les États-Unis ont imposé non seulement à la Chine mais à l'ensemble des pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et cette hausse tarifaire-là, d'une manière ou d'une autre, aura des répercussions sur l'économie, mais spécialement pour des pays moins développés comme le Sénégal. Pour le ministre du Commerce, une réponse ferme s'impose face à cette décision unilatérale de Donald Trump. Il insiste sur la nécessité de renforcer la souveraineté économique du Sénégal, notamment en misant sur le développement de l'industrie nationale. Le Sénégal a opté pour développer son industrie maintenant. Ne plus avoir à importer de l'engrais parce qu'on a du phosphate, développer non seulement les industries extractives, mais aussi son pétrole et son gaz, développer aussi l'agroalimentaire, les mangues, le riz, tout ce qui touche à la production agroalimentaire, développer le textile, donc tout ce qui est donc industrie manufacturière, et cela a besoin d'être protégé. Et c'est pour cette raison-là que nous leur avons demandé de réfléchir sur comment aider maintenant à protéger l'industrie sénégalaise. C'est la raison pour laquelle on a mis ensemble les ministres du Commerce et de l'Industrie. À l'issue de ces échanges, toutes les propositions formulées seront examinées avec attention, voire traduites en projet de loi si nécessaire, a assuré Serigne Gueye Diop, soulignant l'importance d'une réponse stratégique et collective. Et ce document que je lui ai demandé d'enrichir par justement ce que la CEDEAO propose, ce que l'Union africaine avec l'accord de libre-échange propose, ce document maintenant va être proposé au Premier ministre, au Président de la République, pour justement faire des arrêtés, le cas échéant, créer de nouvelles lois, les soumettre à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse donc en tenir compte pour mieux protéger notre industrie. Et puis l'intersyndicale des travailleurs des ministères de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage monte au créneau. Ils exigent le respect des accords pour la réussite du pacte de stabilité sociale signé avec le patronat et les syndicats, mais également le recrutement des contractuels parfois en service depuis 20 ans. Des revendications partagées, portées plutôt lors de la journée des travailleurs du secteur primaire. Compte rendu Pape Farani. Ils sont dans des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage pour célébrer les travailleurs et diagnostiquer ces différents secteurs très importants pour le développement du pays. C'est un cadre également d'échange et de dialogue entre les partenaires sociaux que nous sommes et nos autorités de tutelle. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de choisir un thème important, l'agenda de transformation Sénégal 2025, le rôle et la place du secteur primaire. Pour dire que le Sénégal vient de lancer son référentiel 2050
qui est un cadre qui doit encadrer un peu les politiques publiques. Et nous savons tous que le secteur primaire doit jouer un rôle primordial. L'intersyndicale exige le respect des accords signés, surtout le recrutement des contractuels. Malheureusement, la problématique du renouvellement et du reversement des contractuels reste en instance. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour demander à nos autorités de tutelle, au Premier ministre et au Président de la République, de renouveler tous ces contrats. Parce que nous estimons que ces travailleurs ont passé toute leur jeunesse, ont donné toute leur énergie à ce secteur. Donc il est impérieux et plus que nécessaire que leur contrat soit renouvelé et qu'un programme de reversement soit envisagé pour les maintenir dans ce secteur. Même si ces travailleurs sont en phase avec le gouvernement sur le pacte de stabilité sociale, ils interpellent l'État sur les points d'accord. Nous sommes solidaires à la signature de ce pacte à travers notre centrale syndicale qui est la CNTS. Nous le réaffirmons et nous sommes engagés à accompagner l'État dans la réalisation de ce pacte. Toutefois, nous demandons, pour que ce pacte soit une réussite, il faudrait que l'État tienne ses engagements, notamment ce qui engage le secteur primaire. Une rencontre d'une demi-journée pour encourager et fêter les travailleurs qui considèrent le secteur primaire comme primordial pour l'émergence de tout un pays. Ils sont restés 12 mois sans salaire. Il s'agit des travailleurs de polyéthylène spécialisés dans la fabrication de produits en plastique et caoutchouc, tous en CDI. Ils dénoncent le silence du directeur et les licenciements jugés abusifs. Écoutons Oumar Sensis, il est le délégué du personnel au micro de Pape Faragning et de Ahmadouba. Nous, les travailleurs de polyéthylène, sommes restés 12 mois sans salaire. Et jusqu'à présent, le patron ne parvient pas à trouver une solution. C'est écœurant, raison pour laquelle on a décidé de tenir ce point de presse pour informer les autorités de ce pays, à l'occurrence M. le Président de la République et son Premier ministre, pour les informer de ce qui se passe ici. Qu'il y a des Sénégalais qui sont là, des pères et des mères de famille qui souffrent pendant 12 mois. Il y a l'approche de la Tabaski qui ne parvient pas à payer, qui ne parvient pas à nous payer nos salaires. Et ça, nous le dénonçons et nous demandons à nos autorités pour qu'ils nous viennent en aide, afin qu'on puisse recevoir nos salaires et subvenir à nos besoins. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui sont exclus de leur logement, il y a nos enfants qui ne vont plus à l'école, et ça ne peut pas continuer. On a été au tribunal pour une procédure d'urgence en référé, mais notre avocat nous a dit que le juge a demandé à ce qu'on saisisse le juge du fond. Et nous savons tous que les procédures de fond prennent beaucoup de temps. Ça peut faire 2-3 ans. Et nous, ne pouvons pas attendre ça. Pour des problèmes de salaire, on ne pense pas qu'on peut rester encore 1 an, 2 ans pour des salaires. Ce sont des contrats à durée indéterminée. Il y en a, moi qui vous parle, j'ai presque 18 ans. Il y a la dame là qui a fait 23 ou bien 20. Il y a des gens qui ont fait 25 ans ici. Encore des travailleurs en quête de justice. Il s'agit cela de travailleurs localisés à Canel, des travailleurs des collectivités territoriales privés d'avance pour la Tabaski. Le syndicat dénonce cette situation jugée anormale. Son secrétaire général interpelle les autorités. Écoutons Moussa Sissoko, le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs des collectivités territoriales, au micro de Ndeye Matidien et Amadou Gaye. C'est une chose excessivement grave et je voulais profiter de cette antenne pour justement alerter, pour demander au ministre des collectivités territoriales et à la direction du service public local de s'atteler à tout faire pour que ces braves travailleurs-là puissent rentrer dans leurs droits. Parce que vous imaginez, nous sommes à quelques encablures de la fête des Tabaski, appeler les pères et mères de famille, leur dire que vous n'allez pas bénéficier de l'avance Tabaski, c'est une chose excessivement grave. Alors, nous le faisons pour rien, nous voulons tout simplement interpeller notre ministre de tutelle, M. Moussa Bala Fofana, et le directeur du service public local, pour justement trouver les moyens de permettre à ces braves travailleurs-là de bénéficier de ce droit légitime. Parce que nous ne voulons pas être à quelques encablures, comme je l'ai dit tantôt, de
la fête de Tabaski pour priver ces gens-là de l'avance Tabaski, qui est un droit fondamental. Au moment où je vous parle, en tout cas, c'est un document qui est sorti, qui a été signé par le secrétaire général du conseil départemental. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut impérativement qu'on interpelle le directeur du service public local, qui va peut-être interpeller le receveur percepteur municipal de Canal, de Makam, pour trouver très rapidement une solution par rapport à cette préoccupation que vivent les travailleurs. C'est par manque d'argent ou bien? Ça, je ne saurais le dire, mais en tout cas, nous, en notre qualité de partenaire social, et ces travailleurs-là sont affiliés à notre organisation syndicale, nous devons aussi d'alerter le gouvernement par rapport à cet état de fait pour que très rapidement qu'on trouve une solution. Et puis dans le domaine maritime, le Sénégal aura bientôt un nouveau concessionnaire pour les chantiers navals. Sur 17 dossiers reçus, 4 ont été retenus, dont Dakarnave. Le pays compte cette fois jouer un rôle le plus important dans le partenariat, selon la ministre des Pêches Fatima Diouf. Selon la ministre des Pêches Fatou Diouf, le choix sera connu dans 9 mois. Suivons ce reportage de Habib Faye. Pour sa première sortie, le ministre des Pêches a tenu à rencontrer tous les acteurs du port autonome de Dakar. Une visite fructueuse selon elle qui lui a permis de découvrir des réalisations dans cette entité, au moment où le Sénégal s'apprête à avoir un concessionnaire pour les chantiers navals. Le processus n'était pas chose aisée. Pour le moment, on ne peut pas dire combien le Sénégal va y gagner. Parce que nous sommes dans une période d'appel d'offres. Et ce qu'on a fait, c'est un appel d'offres avec préqualification, c'est-à-dire une présélection. Donc sur 7 candidats, on a présélectionné 4. Maintenant, ce sont ces cadres-là qui vont compétir dans le cadre d'une procédure transparente et régulière. Et c'est au cours maintenant de cette procédure-là qu'il y aura des négociations. Un processus qui a démarré depuis février dernier. Un appel d'offres a été lancé selon le directeur de la CIRN, Babacar Faye. Donc, nous avons lancé le dossier le 10 février. Nous avons demandé aux partenaires intéressés de venir soumettre leur proposition à la date du 25 mars. Il y avait 17 structures locales comme qui s'étaient intéressées. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. On parle à présent de l'opération d'immatriculation des motos qui arrive à son terme. Sur 150 000 demandes, plus de 124 000 ont été validées. Des certificats provisoires seront délivrés en attendant les cartes grises. Écoutons Valdio Djundja. Il est le directeur des transports au micro de Abdou Diouf Diagne et Ahmed Bambassam. Au niveau régional, nous avons enregistré d'excellents résultats partout au niveau régional, parce que le taux le plus bas qu'on recevons, c'est 65%. Donc il y a des régions qui ont fait d'excellents résultats. En même temps, il y a des régions qui ont eu des résultats plus faibles ou moins performants, dû à beaucoup de difficultés. Et sur les dossiers qui n'ont pas pu être traités, le point de difficulté au niveau national reste le certificat de vente à produire. Cela veut dire que, d'un côté, il y a des efforts qui ont été consentis par les équipes, par les différents acteurs, pour contrer le taux de fraude. Les vols de motos à immatriculer, les vols de documents à immatriculer, ce qui constitue ces difficultés liées, n'est-ce pas, à l'enrôlement de certains propriétaires qui ont eu des difficultés avec les certificats de vente. Et nous avons reçu des instructions de M. le ministre des Infrastructures, M. Yankobo Diémé, pour prendre en charge les dossiers qui sont actuellement dans nos services et qui souffrent de traitement. Parce que, comme je l'ai dit, l'attente, nous avons reçu au-delà de nos attentes et les traitements des dossiers ont posé quelques ralentissements sur la délivrance des cartes grises. Et nous avons pris des instructions que nous avons appliquées. Très prochainement, à partir de la semaine prochaine, nous allons produire au niveau de chaque région des certificats de dépôt provisoires pour permettre à toutes les demandes qui ont été déposées au niveau de nos services d'obtenir un document pour les permettre de... Renforcer la qualité des soins passe par une meilleure formation du personnel de santé.
C'est tout l'objet, l'enjeu du projet CAPSIO, soutenu par Wallonie-Bruxelles, c'est en Belgique, à travers un certificat d'aptitude pédagogique en sciences infirmières et obstétricales. L'objectif, améliorer les compétences des enseignants, infirmiers et sages-femmes. Le ministère de la Santé salue l'initiative présentée lors d'une journée portes ouvertes. Écoutons Jean-Paul Guyot, il est le coordinateur du projet au micro de Alassane Ba. Ce projet que l'on développe avec des écoles partenaires en soins de santé de Mbour et de Thiès, notre projet est de développer un certificat pédagogique pour les enseignants de ces écoles d'infirmières et de sages-femmes. Et ce certificat permet une formation pédagogique dans une approche par compétences et qui permet d'améliorer les résultats qui sont en difficulté pour le moment aux épreuves certificatives nationales de ces écoles. Donc l'objectif de cette initiative, c'est vraiment de proposer aux enseignants des écoles de santé du Sénégal d'avoir une formation pédagogique. Au départ, ce sont des infirmiers ou des sages-femmes sans les compétences propres à la pédagogie et en particulier à l'approche par compétences. Et donc ça permet effectivement de proposer des enseignements plus efficaces et qui permettent une meilleure réussite des étudiants. Ça répond aussi à une problématique de prestataires de soins de santé, infirmiers et sages-femmes qui sont insuffisants sur le terrain de stage. Et donc les taux d'échec importants ne permettent pas d'augmenter ces prestataires de soins sur le terrain. Et donc voilà, ça contribue aussi à ça, à la qualité pédagogique, mais aussi au nombre de prestataires de soins de santé sur le terrain des soins au Sénégal. Attention au marché Diawara de Tivaouane-Peulh, c'est en banlieue dakaroise. Le propriétaire du terrain exige l'évacuation des lieux, plongeant les commerçants dans la détresse. Les vendeurs interpellent le maire. Voici un reportage signé Aminata Ba, Ousmane Baldé. Les commerçants du marché Diawara de Tivaouane-Peulh sont plongés dans l'inquiétude. Ils affirment être menacés d'expulsion du terrain qu'ils occupent depuis 2019 par son propriétaire, une situation que déplore vivement Adja Ndeye Dieng, la déléguée du marché. Le propriétaire vient ici presque tous les jours. Il était là avant-hier. Et à chaque fois, il nous traite de tous les noms. Il nous a demandé de libérer son terrain. Il veut y construire une maison pour ses enfants, dit-il. Ces commerçants pointent du doigt le maire Maman Sokhna Diop, qu'ils considèrent comme le principal responsable de leur calvaire. Selon eux, il les a complètement abandonnés. Nous ne sommes pas venus ici de notre propre gré. C'est le maire Maman Sokhna Diop qui nous a amenés ici. Donc, il doit nous attribuer un autre site ou essayer de négocier avec le propriétaire et lui trouver un autre terrain. Mais malheureusement, le maire ne prend plus mes appels. Et pourtant, nous pouvons trouver une solution. Par ailleurs, il juge que le nouveau marché construit par le maire est trop exigu. Les places disponibles sont largement insuffisantes pour accueillir tous les commerçants dûment enregistrés, comme le souligne Sosenda, commerçante. Toutes les cantines qui se trouvent au rez-de-chaussée ont été vendues et le travail n'est pas bien fait. Les tables ne font même pas 1 mètre. Mais si nous avions des places là-bas, nous pourrions partir. Mais malheureusement, ce marché est étroit. Nous voulons donc que le maire négocie avec le propriétaire du terrain. Face à cette situation critique, les vendeurs du marché Diawara de Tivaouane-Peulh lancent un appel urgent à leur maire, Maman Sokhna Diop, pour qu'ils trouvent une solution durable leur permettant de poursuivre leurs activités commerciales en toute sérénité. Aminata Ba qui est allée à la rencontre de la famille propriétaire du terrain qui abrite le marché. La famille réclame son bien. Elle affirme l'avoir prêté à la mairie en 2019 pour 6 mois, mais ne l'a jamais récupéré. Écoutons Adja Awassi Seba. Elle est au micro de Aminata Ba et Ousmane Baldé. En litige avec la mairie de Tivaouane-Peulh par rapport au terrain abritant actuellement le marché. Bon, le terrain appartient à mon mari, qui l'avait acheté depuis 1997. Bon, en fin 2018, début 2019, l'adjoint au maire Boubacarka a fait appel à mon mari pour emprunter les terrains, lui avec le maire.
Bon, on a organisé une rencontre. Finalement, comme on appartient à une communauté et voulant aider, bon, ils ont exposé leurs problèmes. Et comme c'était pour 6 mois qu'ils nous ont déclaré, donner ce coup de pouce, moi je crois que vraiment, que ça soit moi ou un autre, on le ferait. Wow. Et c'est ce qu'on a fait. Mais depuis lors, ils ont terminé leurs travaux, qu'ils nous rendent nos terrains. On ne demande pas autre chose. Ouais. On a utilisé actuellement tous les moyens légaux pour entrer dans notre dû, mais impossible. Le maire, chaque fois que tu l'appelles, il est absent. Ils sont venus ici, je crois, il y a de cela 1 mois ou 2, pour faire des propositions vraiment bidons. Ils savent que leurs propositions, on ne peut pas les accepter. On se dit que ils ne veulent pas rendre le terrain, parce que depuis 2019, quand même, 2000, la Libye, c'était qu'ils construisaient un marché. Le marché et les travaux du marché sont terminés. Mais quand même, qu'ils relogent leur qui. Moi, s'ils ont des problèmes avec les commerçants, là, c'est eux. C'est pas nous. C'est pas nous. Il ne faut pas qu'on nous pénalise. Qu'ils nous rendent nos terrains. Qu'ils nous rendent notre terrain. Qu'ils nous rendent notre terrain. On est à l'ère du Djubal et du Bandi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est notre... Nos antennes restent ouvertes à la mairie qui devrait donc incessamment nous livrer sa version des faits. On part encore non loin de chez nous des populations qui dénoncent la montée du trafic et de la consommation de drogue. Elles alertent sur les violences, vols et prostitution qui en découlent. Dissa Prera a assisté à la conférence de presse de ce matin. La situation est devenue alarmante. Pire, elle est devenue insupportable. Le trafic et la consommation de drogue est devenu un fléau en Ngor. Malheureusement, aujourd'hui, chaque fois qu'on ouvre la presse, on trouve qu'il y a des délinquants, il y a des trafiquants qui sont traqués. Et à chaque fois qu'on regarde, on voit le nom de Ngor qui est mêlé à ça. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous, population de Ngor, nous voulons laver notre honneur parce qu'il y a eu des trafiquants de drogue qui ont été interpellés ici et une partie de la jeunesse des populations de Ngor se sont opposés à son arrestation. Alors, et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Moi, j'en peux en dénombrer 5. Et que même il y a eu des moments où il y a des tirs. Il y a vraiment des tirs, des pistolets ont été utilisés par les forces de l'ordre pour se sauver. Assez pour que toute la communauté s'organise pour y faire face. Car au-delà du trafic et de la consommation, Ngor est en passe de devenir le coin privilégié des drogués agresseurs. Une situation qui entraîne beaucoup d'insécurité dans le village. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour dénoncer ça au niveau des autorités étatiques et aussi au niveau des autorités sécuritaires, qui est la police et la gendarmerie. La population ngoroise est prête pour accompagner la gendarmerie si jamais ils viennent ici pour interpeller un trafiquant. Si la police le fait aussi, ça sera la même chose. Donc pour vous dire que on est vraiment fatigué de ce fléau-là qui gangrène notre quotidien. Aujourd'hui, la décision est prise. La communauté invite les autorités à prendre le mal à bras le corps. Elle est même prête à soutenir les forces de l'ordre à éradiquer le phénomène. Cap sur le Sine Saloum pour parler éducation. L'université du Sine Saloum qui traverse une crise. Manque de budget, conditions d'études précaires, location de salles, entre autres griefs. Le syndicat de l'enseignement supérieur alerte et appelle l'État à agir. Écoutons Cheikh Abdoul-Dja, il est le secrétaire général au micro de Ousmane Dem. On ne peut pas comprendre une université ou bien un centre régional des œuvres universitaires à qui on alloue un budget qui ne dépasse même pas 2,6 milliards pour un personnel qui avoisine les 715 permanents. On ne peut pas comprendre aussi les difficultés que traverse l'université d'une manière générale, mais le CROUS Sine Saloum en particulier, avec des chantiers non achevés, démarrés depuis pratiquement des années. On a eu donc à discuter valablement sur toutes ces questions-là, donc relativement aux difficultés que traverse donc le CROUS Sine Saloum. Il n'y a pas de problème spécifiquement concernant les travailleurs. Vous savez, parfois, il y a des gens mal intentionnés, tapis dans l'ombre,
qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais pour dire vrai, les directeurs qu'on a rencontrés, les directeurs qu'on a trouvés ici, a un style de gouvernance très sobre mais aussi très particulier. Tout le monde sait, et les Sénégalais le savent, qu'il a hérité d'une maison mal en point. Il a hérité d'un dossier chaud. Il a hérité d'un crous qui n'arrive pas, comme je l'ai dit tantôt, à avoir un budget de 3 milliards. Comment se fait-il qu'on vous donne un crous qui a pratiquement 3 campus sociaux, mais avec un budget qui n'arrive pas à satisfaire donc, les besoins donc, du crous? On en vient à la page des sports. Charité bien ordonnée, dit-on, commence par soi-même. Abdoulaye Diaw, un des nôtres, honoré pour son ouvrage sur le football sénégalais. L'Harmattan a célébré le doyen ce samedi. Le document retrace l'histoire des Lions du football de 1960 à nos jours. C'était en présence de figures du sport et de la société. Écoutons Abdoulaye Diaw. Joué à Dakar, à l'exception de celle de 1948, qui était déjà la deuxième édition. La première a opposé en 1947 Gorée Jeanne d'Arc, gagné par Gorée, avec Raoul Diagne, qui fait la Coupe du Monde de 1938 avec la France, qui revient prendre le maillot de Gorée pour jouer contre Jeanne d'Arc en finale, 1947. Alors, l'édition de 1948, en demi-finale, c'est Saint-Luzienne, Foyer France-Sénégal, ici au Parc des Sports. Pour la première fois, on a improvisé un match nocturne. Je vous dirai comment. Match nocturne. Pour la première fois. On a été artisanal pour jouer en nocturne. Alors, le Foyer joue sa finale à Abidjan contre la jeunesse d'Abidjan, qui était force de 5 militaires français basés à Abidjan. Le Foyer gagne 4-0 avec des buts de Charles Wade et de Libas Diop. Je lisais dans YouTube ces temps-ci, Issa Diop, le Sénégalais qui joue en Angleterre. Vous l'avez souvent rencontré. Est-ce que vous savez que son père est le premier entraîneur au Sénégal à amener le Sénégal à la CAN? Du football, on passe au basketball pour parler de l'Afro-Basket 2025. Les Lions du basketball déjà en préparation à 2 mois du tournoi. Mathilde Diop et Yacine Diop ont repris le travail en salle pour viser un 12e titre continental. Voici le reportage réalisé par Mamadou Ndiaye. En ligne de mire, l'Afro-Basket 2025. Les Lions du basket, 11 fois championnes d'Afrique, veulent retrouver les sommets. Leur dernier sacre remonte en 2015 à Yaoundé face au Cameroun. L'objectif du Sénégal, je vais dire même pas de l'équipe, de tout le monde, je pense que c'est de ramener la Coupe d'Afrique au Sénégal. Surtout pour notre génération qui n'a pas encore gagné une Coupe d'Afrique. 10 ans plus tard, un nouveau défi attend la sélection. Après la fin de leurs championnats respectifs, Mathilde Diop et Yacine Diop, capitaine des Lions, sont déjà à pied d'œuvre. Elles ont repris le travail en salle sous la houlette d'un coach professionnel. Pas encore commencé à la préparation officielle, mais là, ici, ouais, on se prépare en conséquence. Et quand le pays la nation aura besoin de nous, on répondra présent. Sportif du ma basketteur ça, mais athlète tu as besoin des deux pour performer au plus haut niveau. C'est bien d'être prêt physiquement, mais si tu n'es pas prêt mentalement, ça devient plus compliqué. C'est le côté du body, ça. C'est pas. Je discute beaucoup avec elle, surtout sur l'aspect mental. Je leur rappelle que rien n'est facile. L'important, c'est de bien se préparer ici pour qu'une fois sur le terrain, elles soient prêtes à se battre jusqu'au bout. Objectif, être prête physiquement et mentalement pour Abidjan. Dans le groupe C, le Sénégal affrontera l'Ouganda et la Guinée, un groupe à leur portée, mais chaque match comptera. Et abordable, mais il faut tenir en compte que toutes les équipes viennent en force, toutes les équipes seront en force. Et si on n'a pas le souvenir trop lointain, on a perdu notre premier match de poule en 2023 contre l'Ouganda, qui avait été un peu sous-estimé. Donc si on retient ça en tête, je pense qu'on va prendre chaque match comme si c'était une finale. Et... Du 26 juillet au 3 août, les Lions veulent rugir à nouveau. Et cette fois, c'est avec le cœur, la rigueur et la rage de vaincre.
de l'athlétisme pour boucler cette édition. De retour au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le meeting international d'athlétisme de Dakar. Une belle réussite sur le plan de l'organisation et des performances des athlètes sénégalais engagés, selon le directeur technique national Pape Serigne Diène, que je vous propose d'écouter au micro de Chersadi Boudjara. Très satisfait parce que l'intention était de trouver un bon cadre d'expression à nos athlètes et je pense que la concurrence a été à la hauteur. Maintenant, par rapport à nos propres athlètes, nous pouvons dire que la satisfaction est venue là où on l'attendait, surtout au niveau des sauts. Donc si on voit que Salissar a remporté le triple saut féminin avec un bond de 14 mètres, ce qui est une performance d'envergure internationale. Mais aussi au niveau de ces sauts aussi, nous avons observé le doublé de Amad Faye qui a remporté aussi bien le saut en longueur que le triple saut et avec des performances de haute facture. Donc nous sommes très satisfaits et maintenant en finish aussi, nous avons vu qu'au niveau du 400 mètres, où nous avions l'équipe de relais 4x400 mètres alignée et a été remportée par Abdou Aziz Ndiaye qui est au niveau du centre de développement de l'athlétisme africain et membre de l'équipe du relais 4x400 mètres. Donc nous sommes très satisfaits par rapport à l'organisation et par rapport à la participation aussi et par rapport aussi au public qui a répondu présent à cette manifestation qui nous tenait à cœur. Je peux dire que c'est un meeting gold. Vous allez voir des meeting gold au niveau international qui n'auront pas assez de public comme ça, n'auront pas assez de performances aussi de cette hauteur. Donc je peux dire que nous sommes vraiment bien partis pour avoir un label gold par rapport au meeting international de Dakar et maintenant acheminer vers d'autres ambitions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité sur toutes nos plateformes. Excellente soirée à toutes et à tous excellente soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. À demain.